Bonjour à tous. À nouveau, je tiens tout d'abord à remercier le CELAT pour son accueil et pour l'organisation de cette rencontre. Et je vous remercie aussi pour votre présence à cet exposé où, après les musées, j'ai tenté de dévoiler un nouveau pan de la mémoire coloniale belge telle qu'elle transparaît cette fois dans les manuels scolaires. Je vais donc ici parler de la colonisation belge telle qu'elle est vue au travers de ces manuels, mais pour ce faire, je vais me concentrer sur un personnage bien particulier qui a joué un rôle central dans cette colonisation et qui occupe donc une place majeure dans l'imaginaire colonial belge, le roi Léopold II. Et c'est ce qui explique le sous-titre de cette présentation, le roi colonisateur à l'école, entre héros et anti-héros. Mais qui est ce roi Léopold II ? Je vais commencer par brièvement exposer quelques éléments historiques afin de bien resituer le personnage, mais aussi plus largement pour replacer cette réflexion dans le contexte particulier de la Belgique. Et je dois ici demander à ceux qui ont déjà assisté à la présentation sur les musées de bien vouloir m'excuser, parce qu'il y a certains éléments qui vont se recouper, mais je vais essayer de passer assez rapidement là-dessus. Tout d'abord, pour ce qui est du passé colonial belge en tant que tel, la Belgique a eu une colonie, le Congo, et si la Belgique est devenue une puissance coloniale, c'est principalement l'œuvre de son deuxième souverain, le roi Léopold II, qu'on voit ici sur la photo. En fait, dès avant le début de son règne, Léopold II avait multiplié les tentatives pour acquérir une colonie, et c'est ainsi qu'en 1885, il prend possession du Congo à titre personnel. De 1885 à 1908, Léopold II est donc souverain à la fois de la Belgique et du Congo, mais le Congo n'est pas encore une colonie belge au sens strict. Durant cette période, le Congo porte le nom d'État indépendant du Congo, ou EIC. Mais à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des critiques nationales et internationales vont commencer à se développer à l'encontre du régime de l'EIC. On accuse Léopold II de nombreuses atrocités et abus coloniaux, si bien que le roi est contraint de céder le Congo à la Belgique. La Belgique, elle, est au départ assez réticente, notamment en raison des frais qu'une telle colonie pourrait engendrer, mais le Congo devient tout de même une colonie belge en 1908. Il change alors de nom pour devenir le Congo belge et il prendra son indépendance en 1960. À côté du Congo, après la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique va aussi se voir confier la tutelle de deux autres territoires d'Afrique centrale, les actuels Rwanda et Burundi. Mais comme c'est surtout le Congo qui va dominer l'imaginaire colonial belge, c'est essentiellement de lui que je vais parler ici. Ceci, c'est donc un résumé brossé à très grands traits de l'histoire coloniale de la Belgique. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours de cette manière que cette histoire a été racontée. La question des abus coloniaux de Léopold II a par exemple longtemps été occultée, et on va ainsi voir au travers des manuels scolaires dans quelle mesure les souvenirs de cette époque coloniale ont au cours du temps évolué. Et dans ce cadre, on va en particulier s'intéresser, comme je l'ai dit, à la figure de Léopold II et par conséquent à la période de l'EIC. Mais avant ça, pour bien contextualiser les choses, je vais aussi faire quelques remarques d'ordre plus général sur l'évolution institutionnelle de l'État belge. La Belgique est donc un État qui a trois langues nationales, le français, le néerlandais et l'allemand. Et en 1993, la Belgique a adopté une structure de type fédéral. Elle garde à sa tête un souverain qui a des pouvoirs essentiellement symboliques et elle comporte deux niveaux d'entités fédérées, les communautés et les régions, qui sont compétentes dans toute une série de domaines. Au-dessus de ces deux niveaux d'entités fédérées, l'État fédéral reste également compétent pour les matières qui relèvent de l'intérêt général des Belges, comme par exemple les affaires étrangères, la défense ou la justice. Et toujours sur ce point de la structure institutionnelle de la Belgique, je veux aussi signaler la montée du nationalisme flamand, surtout au cours des dernières années. Aujourd'hui, le nationalisme flamand représente environ 20% des sièges au Parlement fédéral, alors qu'il n'y a pas vraiment de nationalisme francophone ou wallon. Et comme je le disais la dernière fois, ces 20% comprennent le nationalisme, les partis où le nationalisme est le plus marqué, mais en Flandre, il y a vraiment un phénomène de surenchère qui fait que presque tous les partis revendiquent finalement une plus grande autonomie flamande. Voilà donc pour les remarques d'ordre plus historique ou contextuel, et on peut dès lors maintenant passer à ce qui nous préoccupe de manière plus spécifique dans cette présentation, les manuels scolaires. Et pour introduire le sujet, je voudrais tout d'abord vous montrer deux extraits de manuels scolaires écrits à 40 ans d'intervalle, qui parlent tous les deux de Léopold II et de la colonisation belge, mais en des termes qui sont, comme on va le voir, fort différents. Le premier manuel, qui date de 1961,
nous dit ceci. Les vues hardies de Léopold II triomphèrent de l'hostilité du dedans et du dehors, et en 1908, le roi léguait à la Belgique l'État indépendant du Congo, 80 fois plus étendu que la mère patrie. Le rêve le plus cher du grand roi était réalisé. Après avoir perfectionné pendant 44 ans la grande œuvre du fondateur de la Belgique, après avoir mené à bien des entreprises grandioses, le roi Léopold II expira au château de Laeken. Sous l'impulsion du génie de Léopold II, nos compatriotes intrépides et tenaces ont réalisé au Congo une tâche gigantesque. Cette œuvre constitue l'une des gloires de la Belgique. 40 ans plus tard, on nous dit du même Léopold II que, suivant la source, il reste connu comme le despote éclairé, le colonisateur, le tortionnaire, le bâtisseur, le mari raté, le coureur de jupons, mais en tous les cas comme le roi des Belges le plus entêté. L'objectif de cette présentation, ça va être de montrer comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre de ces extraits. Quelles sont les différentes phases de cette évolution et plus généralement, sous quel trait le roi colonisateur Léopold II a-t-il survécu dans la mémoire scolaire belge entre 1960, qui est la date d'indépendance du Congo, et aujourd'hui. Mais avant de répondre à ces questions, je vais toutefois encore faire quelques remarques d'introduction. Tout d'abord, mis à part ces quelques éléments de contextualisation historique que j'ai exposés pour commencer, le but n'est pas tellement ici de reconstituer l'histoire des événements eux-mêmes ou le passé colonial belge tel qu'il s'est réellement passé. On va plutôt s'intéresser à la manière dont ce passé a été représenté, mis en intrigue, rappelé et remémoré au travers des manuels scolaires. L'intention n'est pas non plus de juger ces représentations ou de prendre position quant à leur bien fondé, mais je vais simplement faire état des représentations dominantes d'une époque et essayer de montrer leur évolution. En réalité, comme on l'a dit, ma perspective n'est pas celle d'une historienne, mais bien d'une politologue, et dans ce cadre, je vais surtout considérer les manuels scolaires comme des traces de la subjectivité mémorielle d'une époque, c'est-à-dire comme des témoins de la mémoire qu'une société se donne à un moment particulier de son existence. D'un point de vue méthodologique, cette analyse se base sur un corpus de 105 manuels d'histoire, 57 manuels néerlandophones ou flamands et 48 manuels francophones, qui sont des manuels destinés à l'enseignement secondaire, tous édités en Belgique entre 1960 et aujourd'hui. 1960, qui est donc la date où le passé colonial devient en principe un passé pour la Belgique et où les représentations de ce passé commencent dès lors à relever de la mémoire. Et ici, sur le schéma, vous pouvez voir une répartition de ce corpus par période et par langue. L'exposé en tant que tel va en fait se structurer autour de 3 grandes questions. Premièrement, est-ce que les manuels scolaires parlent de ces abus commis sous le régime de l'EIC? Est-ce que ces abus sont évoqués ou passés sous silence? Ensuite, comment est-ce qu'on en parle ou comment est-ce qu'on n'en parle pas? Et quel est le traitement qui est réservé à la figure de Léopold II? Dans un troisième temps, on va alors se demander si les manuels francophones et néerlandophones nous livrent une même version du passé colonial. Et enfin, je terminerai par quelques éléments de conclusion. Premièrement, donc, est-ce que les manuels scolaires parlent des abus imputés au régime de l'EIC et par conséquent évoquent-ils les aspects plus sombres du passé colonial belge? Je vais ici me contenter de répondre par oui ou par non, et on va voir que la réponse va varier selon la langue du manuel et selon la période, même si elle ne sera jamais tout à fait oui ou tout à fait non. Dans les manuels néerlandophones, tout d'abord, on constate qu'il n'y a pas d'amnésie totale par rapport à cette question des abus, puisqu'on n'a pas d'absence de oui, même si l'amnésie est plus marquée dans les années 60 et 70, avant que le oui n'emporte sur le non dans les années 80. Pour ce qui est des manuels francophones, l'évolution est différente. On voit que l'amnésie est ici plus durable, puisque le oui prend seulement le pas sur le non dans les années 2000. Au total, si on met les deux graphes ensemble et qu'on considère les choses en termes de proportion, on voit alors que le oui devient dominant dans les années 80, mais surtout dans les manuels scolaires néerlandophones, et que l'amnésie est la plus marquée dans les années 60 et 70, même si elle reste partielle. Mais ce n'est pas tout de voir si on parle oui ou non des abus. Au-delà des chiffres, il s'agit aussi de s'interroger sur la manière dont on en parle, ou sur la manière dont on n'en parle pas, et sur le traitement qui est alors réservé à la figure de Léopold II. Et je vais ici m'inspirer des séquences mémorielles mises en évidence par Henri Rousseau dans le syndrome de Vichy, pour montrer que le souvenir que les manuels scolaires belges ont gardé de Léopold II
a, pour la période postcoloniale, globalement évolué en 3 grandes phases. Tout d'abord, la phase du mythe, ensuite une phase de retour du refoulé, et enfin une phase d'obsession. En d'autres termes, Léopold II est passé du génie à la gêne, puis au génocidaire, et je reconnais que tout ceci peut certainement paraître simplificateur, mais avec les manuels scolaires, on se trouve précisément dans la simplification et beaucoup moins dans la nuance. Pendant une première phase, la phase du mythe, les manuels scolaires vont donner une vision entièrement glorieuse et valorisante du passé colonial. Le passé colonial belge est retravaillé, aménagé, trituré, pour le faire entrer dans la trame du récit épique et légendaire. Et à travers ce récit épique, à travers les exploits qu'il m'enseigne, va prendre vie un héros, un génie, Léopold II. Pour cette période, on peut ainsi représenter la manière dont les manuels scolaires racontent le passé colonial sous la forme d'un schéma actentiel qui est traditionnellement utilisé pour l'analyse des contes et autres récits. En effet, l'histoire coloniale est véritablement réagencée de manière à devenir une histoire à raconter. Dans la situation initiale, on a donc le héros Léopold II qui, à l'exception de quelques associés, est pratiquement seul contre tous. Comme tout héros, il est doté de grandes qualités, il est prévoyant, il est intelligent, c'est un grand roi, et il est investi d'une mission, doter la Belgique d'une colonie. Pour réaliser cette mission, il traverse toute une série d'épreuves qui lui permettent de s'illustrer par ses exploits et de faire ressortir son caractère héroïque, et le récit prend fin avec la situation finale qui correspond à la réalisation de sa mission par le héros. Léopold II fait alors don à la Belgique d'un merveilleux cadeau, le Congo, qui permet à la Belgique de désormais figurer au rang des puissances coloniales. Si on regarde maintenant de plus près ces épreuves qui sont traversées par Léopold II, on constate tout d'abord qu'elles ne sont pas toutes directement vécues par lui et qu'il a parfois recours à des intermédiaires. Toutefois, les manuels entretiennent une certaine confusion à cet égard, et si Léopold II ne traverse pas toutes ces épreuves personnellement, il semble à tout le moins les vivre par procuration. Ces épreuves permettent à Léopold II d'exhiber ses nombreuses qualités. À nouveau, c'est un fin diplomate, il est persévérant, il est tenace. Et dans la plupart des manuels scolaires, l'histoire s'arrête là, avec l'épreuve de la civilisation, qui débouche sur la situation finale, à savoir le don du Congo à la Belgique. Ça, c'est pour le mythe dans une première variante, qui est donc dépourvue de toute référence aux abus coloniaux. Mais certains manuels vont aussi développer une deuxième variante du mythe. S'ajoute alors à cette première série d'épreuves une nouvelle série d'épreuves où sont cette fois intégrés les abus et les critiques qu'ils ont provoqués. Quel que soit le cours que prend le récit, on voit que la situation finale reste la même, puisque Léopold II réussit dans sa mission et que par son dévouement, il permet à la Belgique de devenir une puissance coloniale. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les abus et surtout les critiques internationales que ces abus génèrent vont en fait permettre de renforcer le caractère héroïque de Léopold II en étant présentés comme de nouvelles épreuves auxquelles il doit faire face. Lorsque les manuels scolaires évoquent certaines critiques dont Léopold II aurait à l'époque fait l'objet, c'est en effet surtout pour montrer leur caractère exagéré ou infondé. Ces critiques sont avant tout présentées comme l'expression d'une certaine jalousie à l'égard de la réussite de Léopold II, et elles sont donc tournées de manière à mettre en valeur l'action du roi. Et dans certains cas, ces critiques vont même quelque part devenir un moyen de faire de Léopold II un martyr, puisque Léopold II meurt finalement victime de calomnies et incompris. Pour résumer, au cours de cette première phase, on a dès lors un mythe qui va se décliner en deux variantes. Dans une première variante, le mythe procède par oubli, par non-dit. Le passé problématique que constituent les abus de l'EIC est refoulé, il est passé sous silence, ces abus sont traités sur le mode de l'amnésie, bref, le récit est expurgé de tout ce qui ne cadre pas avec une vision glorifiante de la colonisation. Dans la deuxième variante, le mythe procède plutôt par intégration, par redit. Le passé problématique n'est plus effacé, mais remanié, de façon à pouvoir être incorporé au mythe. Les abus sont ici traités sur le mode de l'apologie, on tente de les relativiser ou de les excuser, on discrédite les critiques que ces abus ont générées, mais ces critiques restent une épreuve parmi d'autres qui permettent de faire de Léopold II un héros, voire un martyr. Si on représente ça sous la forme d'une ligne du temps, on voit alors que le mythe, dans ces deux variantes,
correspond au traitement largement dominant de la figure de Léopold II jusqu'au manuel du début des années 80. Mais après ça, les choses se compliquent quelque peu puisqu'on va avoir une dissociation entre manuels francophones et manuels néerlandophones. Les manuels scolaires francophones passent pour leur part par une phase de transition qui correspond à une phase de retour du refoulé. Ici, le mythe s'effrite, le miroir se brise, on sort de l'épopée pour entrer dans une phase intermédiaire que l'on peut caractériser par une certaine gêne ou par un certain malaise. En fait, on a un peu l'impression dans cette phase que les manuels scolaires évoquent la question des abus parce qu'il le faut bien, parce qu'ils sont bien obligés, et pour ce faire, ils vont procéder de deux manières. Soit ils gardent le texte mythique des éditions précédentes, mais en y ajoutant à la fin une petite mise à jour qui fait voler le mythe en éclats, du type « Malheureusement, tout cela ne se fit pas dans le respect de la personne humaine et il faut déplorer la scandaleuse exploitation de la main-d'œuvre noire », ou bien les manuels scolaires juxtaposent différents points de vue, ils font vaguement état de critiques ou d'abus, mais en les traitant avec distance, sur un mode qui reste froid et aseptisé, et en se gardant bien de prendre position. Ensuite, on passe alors à la troisième phase, la phase de l'obsession. Ici, la réponse à la question « Comment parle-t-on des abus ?» est claire, on ne parle pratiquement plus que d'eux. À l'inverse de l'amnésie du mythe, on se trouve vraiment dans une phase d'hypermnésie par rapport aux atrocités coloniales. Les manuels scolaires sont véritablement obsédés par cette question, et cette obsession va alors donner naissance à un contre-mythe, un mythe par trop dit, où Léopold II n'est plus un héros mais un anti-héros qui accumule cette fois les méfaits. En d'autres termes, le génie devient génocidaire. Et ici aussi, on va pouvoir représenter les choses sous la forme d'un schéma actantiel qui est toutefois à l'opposé de celui du mythe. Dans la situation initiale, Léopold II ne se distingue en effet plus par ses qualités, mais par ses défauts, et les différentes épreuves qu'il traverse ne sont plus l'occasion de révéler ses exploits, mais ses méfaits. Si on reprend les différentes étapes du mythe, on voit ainsi qu'elles permettent désormais de mettre en évidence le caractère trompeur de Léopold II, sa cupidité. Léopold II est un manipulateur, il est avide de pouvoir, il est entêté. On énumère de façon détaillée les crimes et les abus dont on lui attribue clairement la responsabilité. Et les manuels en profitent aussi pour évoquer les déboires de sa vie privée. On aboutit finalement à une situation finale où l'anti-héros Léopold II est défait. Il perd le Congo, qui est en quelque sorte sauvé par la Belgique. Selon les manuels scolaires, l'essentiel des plans de Léopold II a par conséquent échoué. Le résultat est catastrophique. La Belgique est forcée de reprendre la colonie. Et donc, ce qu'il est intéressant de voir entre le mythe et le contre-mythe, c'est que les mêmes faits, les mêmes éléments, sont tour à tour évoqués à la gloire et à charge de Léopold II. Le même passé se trouve investi de deux sens tout à fait opposés. Et dans le contre-mythe, l'obsession va alors clairement prendre la forme d'un réquisitoire contre Léopold II. On dénonce ses abus, on accumule les preuves à charge, et on peut même presque parfois parler d'acharnement contre le roi. Mais ça, c'est toutefois la forme que prend l'obsession dans les manuels néerlandophones. Du côté francophone, l'obsession est beaucoup moins présente. Elle revient en fait seulement dans le dernier manuel consulté, et elle va prendre une forme différente. Certes, on évoque des éléments du contre-mythe, mais en adoptant ici une attitude beaucoup plus défensive et en multipliant les invitations à la prudence. On n'est donc plus du tout dans le réquisitoire, mais on va plutôt essayer de relativiser les critiques, voire de les réfuter. Bref, on rassemble cette fois des éléments à la décharge de Léopold II. Au final, pourtant, qu'on soit dans le réquisitoire ou le plaidoyer, le résultat reste le même dans les manuels scolaires des deux langues. On est obsédé par la question des abus et on ne parle pratiquement plus que d'eux. Si on en revient alors à la question de savoir si on a la même version du passé dans les manuels francophones et néerlandophones, on voit que la réponse est oui jusqu'au début des années 80. Jusqu'à ce moment-là, le héros Léopold II survit dans toute sa vigueur, et on peut donc dire qu'il survit largement à son œuvre puisqu'il est toujours bien vivant 20 ans après l'indépendance du Congo. Néanmoins, à partir des années 80, les manuels scolaires des deux langues vont prendre des directions différentes. Dans les manuels francophones, le mythe subsiste, mais en ayant quelque peu tendance à s'estomper et à s'atténuer, même si la trame du récit reste globalement identique, puisque Léopold II demeure un héros, et ce d'ailleurs parfois jusqu'au début des années 2000. À partir des années 90, on commence cependant à voir les signes d'un retour du refoulé,
qui tourne alors à l'obsession dans la dernière série de manuels consultés, une obsession qui prend ici une forme défensive. Dans les manuels néerlandophones, par contre, l'évolution est beaucoup plus radicale. On passe directement du mythe à une obsession qui prend ici la forme d'un réquisitoire, avec toutefois une cohabitation des deux tout au long des années 80. Pour conclure, j'aimerais alors finalement revenir sur les conditions de la naissance du héros. En fait, si un héros est valorisé en tant que tel et s'il devient héros, c'est d'abord parce qu'il incarne une cause ou un système de valeurs auquel la société s'identifie et qu'elle souhaite promouvoir parce qu'elle y voit une forme d'idéal. Le héros prend donc vie au travers d'un récit où il est glorifié et célébré, et puis il meurt, et je ne parle pas ici de sa mort physique, mais de sa mort comme symbole, quand les valeurs qu'il incarnait deviennent contestées par la société qui lui a donné naissance ou disparaissent. Dans le cas de Léopold II, quelles sont alors ces causes incarnées par le héros? À mon sens, on peut distinguer deux ensembles de valeurs. D'une part, des valeurs de type civilisatrice ou colonisatrice, qui sont clairement contestées depuis un certain temps déjà. Et puis d'autre part, en Belgique, Léopold II symbolise aussi des valeurs de type belgicaine, qui ont trait à l'État belge unitaire, à l'ancienne Belgique de Papa ou à la monarchie, et qui sont, elles aussi, de plus en plus contestées dans le contexte de tensions communautaires que la Belgique connaît actuellement. On pourrait en conclure que Léopold II est aujourd'hui un héros doublement désavoué ou doublement mort. Sauf que dans le cas de Léopold II, le héros ne meurt pas. Il survit, mais désormais, comme on l'a vu, sous les traits d'un anti-héros. L'anti-héros d'un contre-mythe, dont on peut par conséquent dire qu'il incarne des contre-valeurs. Peut-être alors que, finalement, si Léopold II reste si vivant dans les mémoires belges en général, c'est précisément parce qu'en tant qu'anti-héros, il parvient à incarner les valeurs contraires de celles qu'il était censé incarner au temps du mythe quand il était héros. Une forme d'anti-colonialisme cette fois, mais surtout aussi une forme d'anti-belgicanisme. Et il est à cet égard révélateur que certains manuels scolaires voient dans l'histoire de la colonisation l'occasion d'aborder la question sensible du maintien de la monarchie en Belgique, la monarchie qui est vraiment perçue comme un des derniers piliers de l'État unitaire. Par une habile reconversion, Léopold II semble alors réussir le tour de force d'être aujourd'hui à la fois défendu et contesté, comme symbole et comme anti-symbole, d'une Belgique unitaire et de son érosion. Et c'est là une qualité qui, dans le contexte belgo-belge, lui confère une signification toute particulière et lui prédit probablement encore une longue vie posthume. Je vous remercie.